Le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été investi ce dimanche candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain par une coalition de près de 70 partis. C'était lors d'une réunion tenue devant 3000 personnes à Bamako en l'absence du chef de l'État malien. Notre camarade Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé sa volonté et sa disponibilité à être au service de la majorité du peuple. Nous accueillons avec une grande satisfaction qu'il soit candidat pour nous conduire vers des victoires certaines. Nous irons loin, Inch'Allah. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire confiance encore à Ibrahim Boubacar Keïta. Hier comme aujourd'hui, il est et demeure l'homme de la situation. J'invite toutes les militantes et militants, les sympathisants du parti, des partis membres de la CMP, des partis engagés dans la nouvelle plateforme d'alliance politique et électorale, tous les patriotes à se mettre en mission pour que la victoire de Ibrahim Boubacar Keïta dès le premier tour soit possible. Une cérémonie d'investiture sera organisée à une date non précisée par le président de la formation présidentielle. Par ailleurs, l'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta intervient après le lancement le 29 avril dernier d'une coalition d'une soixantaine de partis politiques et associations pour réaliser l'alternance et le changement en juillet. Selon leur manifeste, les membres de cette coalition, parmi lesquels Soumaïla Cissé, chef du principal parti d'opposition, l'opposant Thiébile Dramé, ainsi que plusieurs candidats déclarés à l'élection présidentielle, s'engagent à mettre fin à l'immense gâchis qu'a été le quinquennat finissant. Organisée depuis 2016 en prélude à la Journée internationale de la presse, célébrée tous les 3 mai, les journées médias du Bénin sont pour les professionnels des médias béninois une occasion pour se retrouver pour réfléchir ensemble sur leur corporation. Les journées médias du Bénin révèlent d'autres talents des professionnels des médias, notamment ceux de mannequins. Nous avons de très belles choses dans la presse, franchement. Ah bon? Ah ouais, ah ouais. Le gars, il est content de lui-même, tu vois. Il dit, mais ça, donc c'est moi ça, quoi. John Ménard, vous verrez la marraine, la grande dame, Samuel Atimi. Plusieurs autres activités, notamment la foire du livre, le concours de production à l'endroit des hommes des médias, un colloque des médias ont meublé cette 3e édition des Journées médias du Bénin. Pour la présidente du comité d'organisation, les Journées médias du Bénin restent la cause commune. Elle a également adressé des remerciements à l'endroit des professionnels des médias, des associations de professionnels des médias. Cette initiative, ce n'est pas seulement le fait de Elan Média, c'est le fait de tous les professionnels des médias que vous êtes ici. Nous vous invitons juste à prendre ça au sérieux. Nous nous amusons certes, mais c'est aussi une façon pour nous de travailler pour plus de brassage entre nous et c'est ce que nous avons voulu démontrer sur scène. Après Cotonou, cap sera mis sur Parakou du 15 au 19 mai prochain pour rassembler aussi les journalistes de l'intérieur du pays autour des journées médias du Bénin. Afonso Dlakaba, le leader du principal parti d'opposition, la Renamo, est décédé la semaine précédente. Sa mort est un véritable coup dur pour ses militants. Je suis très triste. Notre père Afonso Dlakama a disparu. Je ne sais plus quoi faire. Il va être difficile de boucher ce vide qu'il laisse, car il planifiait tout pour le peuple mozambicain, pour le parti en général. Il menait les négociations avec le président du Mozambique. Le quotidien va être difficile en son absence. On peut dire qu'il va nous être difficile de vivre de manière démocratique.
Quelques jours après le décès de leur leader, les militants de l'Est Rébellion se sont réunis nombreux pour se recueillir, chanter, prier et attendre les instructions du parti sur l'organisation de l'enterrement. Pour la petite histoire, Afonso Dhlakama a dirigé pendant 39 ans la Renamo d'une main de fer. D'abord, lors de la guerre civile meurtrière qui l'a opposé au Front de libération du Mozambique, alors d'inspiration marxiste, de l'indépendance sur le Portugal en 1975 jusqu'en 1992. Puis, lorsqu'elle s'est muée en parti d'opposition, sans succès. Cette année, les candidats burkinabés au Hadj devront payer 2 335 000 francs CFA pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Une somme en légère hausse par rapport au montant de l'année dernière. Et cela essentiellement pour 2 raisons. Une taxe de 5% instituée par l'Arabie Saoudite et l'augmentation des services offerts aux pèlerins. Il est composé principalement du prix du billet d'avion, donc qui n'a pas varié, parce que c'est pratiquement le même prix que l'année passée pratiquement. Donc 1 106 560. Les prestations des agences à hauteur de 815 000. Les prestations de la Moassassa qui a varié. Moassassa. C'est les services qui s'occupent des pèlerins au niveau de Mina et de Arafat. Donc comme tente, climatisation, couchette, tout ce qu'il y a comme service pour que le pèlerin soit à l'aise. Le quota des pèlerins burkinabés est quant à lui maintenu à 8 134 personnes. Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Sawadogo, 2 compagnies aériennes sont attributaires pour le transport des fidèles vers la Terre Sainte. Air Burkina, avec son partenaire, va transporter 3600 pèlerins, la moitié. L'autre moitié sera transportée par l'une des compagnies qui nous avait été proposée par le ministre du Hadj. Nous avons proposé Nesma, Saoudia et puis Flynas qui nous a transporté l'an passé. Comme innovation cette année, les inscriptions des candidats au Hadj 2018 se feront en ligne à partir du 4 mai jusqu'au 15 juin prochain. Composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 2 ministres d'État, le nouveau gouvernement tchadien, le tout premier de la 4e République, doit encore prêter serment devant le chef de l'État avant sa prise de fonction. Le président Idriss Déby a nommé lundi les membres de cette nouvelle équipe après la mise en place vendredi de la nouvelle constitution pour une 4e République qui instaure un régime présidentiel sans Premier ministre. L'équipe gouvernementale compte 9 femmes conformément aux vœux du président tchadien de favoriser la représentation des femmes en politique. 10 anciennes personnalités quittent le gouvernement, dont le ministre des Infrastructures, celui des Finances et celui du pétrole. Kassiré Koumakoy, ancien premier ministre d'Idriss Déby, devient ministre d'État, conseiller à la présidence, et l'avocat Jean-Bernard Padéré devient ministre d'État chargé des infrastructures. Les portefeuilles de la défense et de la sécurité ainsi que celui du ministère des Affaires étrangères conservent leurs titulaires. La Constitution, adoptée par une session parlementaire boycottée par de nombreux députés de l'opposition, renforce les pouvoirs du président tchadien avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans Premier ministre ni vice-président. Le processus actuel va à contre-courant des efforts en cours de médiation et de facilitation d'un dialogue politique interburundais, a déclaré mardi Federica Mogherini, diplomate en chef de l'Union européenne. L'UE critique une campagne électorale menée dans un climat d'intimidation et de répression et marquée par la persistance d'exécutions extrajudiciaires et d'arrestations arbitraires. Federica Mogherini a notamment cité le cas de Germain Rukuki, activiste condamné à 32 années de prison le 26 avril dernier. Le 17 mai, les Burundais devront se prononcer pour ou contre le projet d'amendement de la Constitution de 2005 qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer 2 septennats à partir de 2020 et ainsi se maintenir à la tête du pays jusqu'en 2034. L'Union européenne s'est inquiétée mardi du manque d'informations officielles publiques sur les éléments clés du projet de Constitution. De fait, le texte du projet de Constitution
constitution soumise au vote n'a finalement été publiée que mardi 8 mai sur le site de la Commission électorale nationale indépendante CENI, soit 8 jours après le début officiel de la campagne. Pour l'opposition burundaise comme pour l'Union européenne, cette nouvelle constitution met en péril l'accord d'Arusha signé en 2000 et dont l'UE est un des garants. Cet accord compromis politique historique avait mis fin à des années de guerre civile au Burundi. L'opposition togolaise a décidé de surseoir à l'appel des populations à manifester dès ce mercredi contre le régime du président Faure Gnassingbé. La coalition de 14 partis d'opposition qui maintient depuis plus de 7 mois la pression sur le pouvoir togolais a estimé que le maintien de ces manifestations ne permettrait pas un déroulement empreint de sérénité, de sécurité pour les manifestants et d'atteindre des objectifs visés. En effet, le gouvernement, qui n'avait pas interdit ces manifestations, avait tout de même imposé des itinéraires que l'opposition refuse d'emprunter. Dans une correspondance adressée lundi à l'opposition, le ministre togolais de l'administration territoriale avait justifié sa décision de modifier les itinéraires par des plaintes déposées par des riverains des voies empruntées par les manifestants. Ces dernières semaines, les manifestations projetées par l'opposition n'ont pas pu se dérouler, les lieux de rassemblement étant toujours bouclés par des forces de l'ordre. Depuis septembre, des dizaines de milliers de Togolais sont descendus dans les rues à l'appel de l'opposition pour demander l'application de la Constitution de 1992 qui implique une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Le dialogue entamé depuis le 19 février dernier sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo est au point mort après 3 séances de discussion. Le Premier ministre malien s'est rendu au nord du Mali, une région en proie aux violences intercommunautaires. Des habitants de la région considèrent ces tueries comme une vengeance des djihadistes aux lourdes pertes que leur ont récemment infligées la force française Barkhane et l'armée malienne, souvent appuyée par le mouvement pour le salut de l'Azawad et le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés. Le but de cette mission est de protéger les populations et assurer le développement de la région. Les groupes qui sont nos partenaires, SEMA, Gatia, MSA, ils sont partenaires de l'armée malienne, ils sont partenaires des forces internationales pour la paix et la sécurité. Ces groupes doivent obéir aux mêmes exigences, à savoir travailler à amener la sécurité, mais ne jamais commettre d'exactions et de violences contre les populations. Ne jamais être mêlé à des violences entre les communautés. Je suis aussi exigeant envers les groupes que je le suis envers l'armée malienne. C'est-à-dire que nous devons être respectueux des droits de l'homme, nous devons être respectueux des règles d'engagement. C'est comme ça que nous pouvons avoir du crédit dans ce que nous faisons. Face au nombre élevé de crimes de masse dans la région, la Gassia, le MSA et le Ganda ISO, un groupe d'autodéfense à dominante Peul, sont convenus à la semaine dernière de mutualiser toutes leurs ressources pour faire face à la situation dans le strict respect des textes nationaux et internationaux en vigueur. Depuis fin avril, une 60aine de Touaregs ont été tués dans des campements au sud de Ménaka, près de la frontière nigérienne, une zone où opèrent les djihadistes se réclamant du groupe État islamique. Une explosion a fait 11 morts et 10 blessés, dont certains grièvement en Somalie. Les personnes blessées ont été admises à l'hôpital. L'incident s'est produit sur un marché très fréquenté d'une petite ville située au nord de Mogadiscio. L'explosion s'est déroulée dans l'après-midi à 1 heure de forte affluence sur le marché où de nombreux habitants se pressaient pour acheter du khat. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'heure. Les sources sécuritaires ignorent donc si l'explosion a été perpétrée par un kamikaze. Toutefois, la quasi-totalité de ce type d'attaque en Somalie est le fait des insurgés islamistes radicaux Shebab présents dans cette partie du pays. Ces derniers ont juré la perte du gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie à Missom. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides.